J'étais en train d'arranger les dernières fleurs sauvages dans le hall principal quand j'ai entendu le moteur d'une voiture faire écho dans la vallée alpine. Le son a tranché la quiétude de l'après-midi comme une lame, vif et importun. J'ai fait une pause, mes mains serrant encore les tiges de lupin violet, et j'ai écouté le véhicule gravir la route de gravier sinueuse vers mon sanctuaire. Personne n'était attendu aujourd'hui. Les femmes séjournant au centre étaient allées en ville pour leur séance de thérapie hebdomadaire, et je chérissais ces samedis après-midi tranquilles où je pouvais m'occuper des fleurs et respirer l'air de la montagne sans interruption. À 59 ans, j'avais enfin appris la valeur de la solitude. Le bruit du moteur s'est intensifié, se rapprochant. À travers les hautes fenêtres qui encadraient le hall principal, j'ai aperçu une élégante berline noire qui abordait le dernier virage. Mon estomac s'est noué d'une appréhension inexplicable. Quelque chose à propos de cette voiture, quelque chose dans sa façon de se déplacer avec une confiance si présomptueuse, a mis tous les nerfs de mon corps à vif. J'ai posé les fleurs et lissé ma robe en coton, la même robe bleue poudrée que j'avais portée lors de ma procédure de divorce 15 ans auparavant. Cela me semblait approprié, en quelque sorte, comme une armure pour la bataille qui s'apprêtait à se dérouler. Les portières de la voiture ont claqué avec des bruits sourds qui respiraient le luxe. 2 paires de pas ont crissé sur le gravier, se dirigeant avec détermination vers ma porte d'entrée. J'ai reconnu cette démarche avant même de voir les visages. La démarche mesurée de Preston, celle qu'il avait héritée de son père, et à côté, le claquement sec de talons de créateur qui ne pouvait appartenir qu'à Evangeline. Mon fils et ma belle-fille m'avaient trouvé. La sonnette a fait entendre sa douce mélodie, la même mélodie douce qui accueillait les femmes brisées cherchant refuge. Quelle ironie qu'elle annonce maintenant l'arrivée des 2 personnes que j'avais passé 4 ans à essayer de fuir. J'ai pris une profonde inspiration, goûtant l'air parfumé à la lavande de mon havre de paix, et je me suis dirigé vers la porte. Ma main a hésité un instant sur la poignée en laiton. Je pourrais prétendre que je n'étais pas à la maison. Je pourrais me glisser par la porte de derrière et disparaître dans les sentiers de montagne jusqu'à ce qu'ils abandonnent et partent. Mais non, j'en avais fini de fuir Preston et sa femme, fini de me cacher, fini d'être la cible facile de leur cruauté. J'ai ouvert la porte. « Bonjour, mère », a dit Preston, sa voix portant ce mélange familier de condescendance et de fausse chaleur qui m'avait toujours donné la chair de poule. À 34 ans, il était devenu une réplique parfaite de son père. Grand, imposant, avec des yeux gris acier qui ne semblaient jamais me voir comme autre chose qu'un inconvénient. À côté de lui, Evangeline se tenait comme une poupée de porcelaine revenue à la vie. Tout en angle vif et d'une beauté calculée. Ses cheveux blonds platine étaient tirés en arrière dans un chignon sévère, et ses lèvres rouges se courbaient en ce qui aurait pu être un sourire s'il y avait eu la moindre chaleur derrière. « Annette », dit-elle, mon nom s'écoulant de sa langue comme du poison. Elle ne m'appelait jamais maman ou mère. Elle avait clairement fait savoir dès le début de son mariage avec Preston qu'elle me considérait indigne d'une telle courtoisie familiale. « Nous avons appris que vous avez acheté une villa de luxe dans les Alpes », continua Evangeline, ses yeux balayant déjà l'intérieur de la maison avec une approbation évidente. « Nous sommes venus vivre avec vous et faire la paix. » Avant que je puisse répondre, avant même que je puisse digérer l'audace de ces paroles, ils étaient déjà en mouvement. Preston a soulevé 2 grandes valises de créateur derrière eux tandis qu'Evangeline me bousculait pour entrer, ses talons claquant sur le parquet comme le compte à rebours d'une exécution. Faire la paix, ai-je répété, ma voix à peine plus qu'un murmure. L'ironie ne m'avait pas échappé. Pendant 4 ans, j'avais essayé de faire la paix. J'avais enduré leurs remarques désobligeantes sur mon modeste appartement, leurs critiques sur mes choix de carrière, leurs insinuations constantes que j'étais un fardeau pour leur vie parfaite. J'avais souri lors de dîners où Evangeline me présentait comme la mère de Preston, celle qui n'avait jamais vraiment réussi. J'avais pris sur moi quand ils oubliaient mon anniversaire, ignoraient mes appels et me traitaient comme une parente embarrassante qu'ils étaient obligés de tolérer. Et maintenant que j'avais enfin trouvé quelque chose de bien pour moi, ils voulaient faire la paix. « Ne restez pas planté là, mère », dit Preston, manœuvrant ses valises dans l'entrée. « Aidez-nous avec les bagages. Cet air de la montagne doit vous ralentir. » Je me suis écarté, non pas parce que je voulais les aider, mais parce que j'étais trop stupéfaite pour faire autre chose. Ils se déplaçaient dans mon sanctuaire comme des conquistadors revendiquant un nouveau territoire. Leurs vêtements coûteux et leurs attitudes arrogantes étaient aussi déplacés que des loups dans une roseraie. Preston a roulé sa valise vers le hall principal, Evangeline sur ses talons, ses yeux perçants cataloguant tout ce qu'elle voyait. Je les ai regardés partir, mon cœur battant contre mes côtes, et je me suis demandé si c'était ce que ressentait un cerf juste avant que le chasseur ne tire.
Ils ont atteint l'arche qui menait au hall principal, le cœur de mon sanctuaire, où j'avais passé d'innombrables heures à écouter des femmes partager leurs histoires de survie et de guérison. Preston est entré le premier, la bouche déjà ouverte pour faire une remarque cinglante sur mes choix de décoration ou la simplicité du mobilier, mais les mots sont morts dans sa gorge. Evangeline, qui suivait un demi-pas derrière, s'est figée en plein mouvement. Son masque parfaitement composé a glissé un instant, révélant quelque chose qui aurait pu être de la confusion ou du choc. Ils se tenaient là, dans l'arche, tous les deux immobiles comme des statues, fixant le mur qui dominait le hall principal. Le mur que j'avais couvert de photographies, des dizaines et des dizaines d'entre elles disposées en rangées soignées comme une galerie d'amour. Mais ce n'étaient pas les photos qu'ils s'attendaient à voir. Ce n'étaient pas des photos de l'enfance de Preston ou de vacances en famille ou des sourires forcés des rassemblements de fêtes. C'étaient des photos de ma vraie famille, les femmes qui avaient franchi ces portes en quête d'un abri et qui avaient trouvé une mère à la place. Maria, la jeune mère célibataire arrivée il y a 6 mois avec pour seul bien les vêtements qu'elle portait et un bébé dans les bras. Sarah, la grand-mère qui avait été financièrement abusée par ses propres enfants jusqu'à ce qu'il ne lui reste que des dettes et de la honte. Rebecca, l'enseignante d'âge mûr dont le mari avait contrôlé chaque aspect de sa vie pendant 20 ans avant qu'elle ne trouve le courage de partir. Elles étaient toutes là sur mon mur, riant autour de la table de la cuisine, travaillant dans le jardin, célébrant des anniversaires et de petites victoires. Sur chaque photo, je me tenais parmi elles, un bras autour d'une épaule, mon visage rayonnant d'une joie sincère. C'étaient les visages de la famille que j'avais choisie, les filles de mon cœur qui m'avaient choisi en retour. « Qu'est-ce que » murmura Evangeline, sa voix tendue par un mélange de confusion et de dégoût. « C'est quoi ça ?» Preston se tourna pour me regarder, ses yeux gris perçants de suspicion. « Mère, qui sont ces gens ?» Je suis entré dans le hall derrière eux, ma colonne vertébrale se redressant à chaque pas. Pour la première fois depuis des années, je me sentais puissant en leur présence. C'était mon espace, mon sanctuaire, entouré des preuves de la vie que j'avais construite sans eux. Ce sont mes filles, dis-je simplement. Les mots restèrent en suspens dans l'air entre nous comme un défi. Le visage de Preston s'assombrit et les sourcils parfaitement épilés d'Evangeline se froncèrent. « Vos filles » répéta Preston, sa voix montant d'indignation. « Qu'est-ce que ça veut dire, bordel ? Je suis votre seul enfant. » Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu non pas le petit garçon que j'avais autrefois bercé pour l'endormir et soigner pendant ses fièvres, mais un étranger avec son visage. Un homme qui, en 34 ans, ne m'avait jamais regardé avec l'amour et la gratitude que je voyais dans les yeux des femmes sur mon mur. « Tu es mon fils » dis-je doucement. « Mais tu n'es plus mon enfant depuis très longtemps. » La vive inspiration d'Evangeline résonna dans le hall. Elle se tourna vivement vers moi, ses lèvres rouges pressées en une fine ligne de rage. « Comment osez-vous » siffla-t-elle. « Comment osez-vous remplacer votre propre famille par ces étrangères ?» Mais je ne l'écoutais plus. Je regardais le mur, tous ces beaux visages, et je me souvenais pourquoi j'étais venu ici. Pourquoi j'avais laissé derrière moi tout ce qui était familier et confortable pour construire quelque chose de nouveau. J'étais venu ici pour me sauver moi-même, et ce faisant, j'avais appris à sauver les autres. Preston et Evangeline pouvaient apporter leurs valises, leurs exigences et leurs sentiments toxiques que tout leur était dû. Ils pouvaient essayer de coloniser mon sanctuaire comme ils avaient colonisé ma vie pendant tant d'années. Mais ils ne pouvaient pas m'enlever ce que j'avais trouvé ici. Ils ne pouvaient pas détruire la famille que j'avais choisie, l'amour que j'avais gagné, la paix que j'avais lutté pour construire. Plus maintenant. Je pense, dis-je, ma voix stable et calme, que nous devons parler. Le silence qui suivit mes paroles était assourdissant. Preston se tenait raide au centre de mon hall principal, son costume coûteux semblant absurdement formel sur fond de courtes pointes faites à la main et d'arrangements de fleurs sauvages. Evangeline s'était positionnée près de la cheminée, une main manucurée posée sur le manteau comme si elle revendiquait la propriété de l'espace. Parler de quoi exactement ? La voix d'Evangeline trancha le silence comme des éclats de verre. Du fait que vous vivez une sorte de vie fantasmée ici tout en ignorant complètement votre vraie famille. J'ai senti cette oppression familière dans ma poitrine. La même sensation que j'avais éprouvée d'innombrables fois lors de leur visite au fil des ans. Le sentiment d'être petite, fautive, en quelque sorte déficiente d'une manière que je ne pouvais jamais tout à fait identifier ou corriger. Mais cette fois, quelque chose était différent. Cette fois, je me tenais dans mon propre sanctuaire, entouré des preuves de la vie que j'avais construite, de l'amour que j'avais gagné.
Ma vraie famille, répétai-je lentement, savourant les mots. Dis-moi, Preston, quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois? Pas parce que tu avais besoin de quelque chose, pas parce que c'était une fête, mais juste parce que tu voulais entendre ma voix. La mâchoire de Preston se crispa. Je n'ai pas de temps pour la manipulation émotionnelle, mère. Evangeline et moi avons eu une année difficile. Mes affaires ont eu du mal, et nous pensions que ce serait bien pour nous tous de passer du temps ensemble. En difficulté, dis-je, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. C'est comme ça que vous appelez ça? Evangeline lança un regard d'avertissement à Preston, mais il parlait déjà, ses mots s'échappant avec la confiance insouciante de quelqu'un à qui on n'a jamais rien refusé. Le marché immobilier a été brutal, dit-il. Nous avons dû faire quelques ajustements, réduire la taille de la maison, laisser partir la femme de ménage. Ça a été stressant. Quand nous avons appris que vous aviez acheté cet endroit, nous avons pensé que c'était le moment parfait. Le moment parfait. J'ai presque ri. Il m'avait ignoré pendant 4 ans, m'avait traité comme une source d'embarras, avait clairement fait savoir que ma présence dans leur vie était à peine tolérée. Et maintenant qu'ils avaient besoin de quelque chose, ils débarquaient avec des valises en parlant de faire la paix. Comment m'avez-vous trouvé, ai-je demandé. Votre ancienne voisine, dit Evangeline avec une satisfaction évidente. Madame Chen, elle a été très bavarde à propos de votre soudaine manne financière. Une villa dans les Alpes suisses, dit-elle. Très impressionnant pour quelqu'un qui a passé sa vie à travailler comme infirmière. La façon dont elle a dit, infirmière, faisait sonner cela comme un gros mot, comme si prendre soin des gens, les guérir, les aider dans leurs moments les plus sombres était en quelque sorte indigne de considération. C'était le même ton qu'elle avait toujours utilisé en parlant de ma carrière, de mes choix, de ma vie. J'ai travaillé comme infirmière pendant 37 ans, dis-je doucement. J'ai sauvé des vies. J'ai tenu la main de patients mourants pour qu'ils ne soient pas seuls. J'ai aidé à mettre de nouvelles vies au monde. Je suis fier de ce travail. Bien sûr que vous l'êtes, dit Evangeline, sa voix dégoulinant de condescendance. Et maintenant, vous pouvez jouer à la poupée avec toutes ces femmes quelconques. Comme c'est épanouissant pour vous. Elle fit un geste dédaigneux vers les photographies couvrant le mur. Sur un cadre, Maria rayonnait devant l'appareil photo en tenant sa fille de 6 mois. Sur un autre, Sarah était agenouillée dans le jardin, les mains sales de terre, le visage illuminé par l'accomplissement. Chaque photo racontait une histoire de guérison, de femmes retrouvant leur force après avoir été brisées par des personnes qui étaient censées les aimer. Ce ne sont pas des femmes quelconques, dis-je, ma voix se faisant plus forte. Ce sont des survivantes. Elles ont traversé l'enfer, et elles reconstruisent leur vie, tout comme je reconstruisais la mienne. Reconstruisais. Preston a immédiatement relevé le temps passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai regardé. Cet homme qui partageait mon ADN mais qui me semblait complètement étranger, et j'ai pris une décision. Ils avaient fait irruption dans mon sanctuaire en exigeant des réponses. Ils voulaient la vérité. Ils pouvaient l'avoir. Ça veut dire que j'ai fini de reconstruire, dis-je. J'ai construit quelque chose de beau ici, quelque chose de significatif, quelque chose qui n'a rien à voir avec aucun de vous deux. Le visage de Preston devint rouge. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire, bordel? Ça veut dire que pendant 4 ans, j'ai appris ce que c'est que d'être apprécié, d'être nécessaire. Pas pour mon argent ou ma volonté d'absorber les abus, mais pour qui je suis. Ces femmes me voient comme une source de force, de sagesse, de réconfort. Elles m'appellent quand elles ont peur. Elles me demandent conseil quand elles sont confuses. Elles célèbrent avec moi quand elles ont de bonnes nouvelles. Je me suis tourné pour regarder à nouveau les photographies, mon cœur se gonflant d'amour pour chaque visage que je voyais. Maria avait 19 ans quand elle est arrivée ici, enceinte et sans abri parce que ses parents l'avaient mise à la porte pour avoir refusé d'épouser l'homme qui l'avait agressée. Elle ne parlait pas très bien anglais, et elle avait peur de tout. Je lui ai appris à cuisiner des plats américains, je l'ai aidé à pratiquer son anglais, je lui ai tenu la main pendant l'accouchement quand sa fille est née. Elle m'appelle Abuela maintenant, grand-mère. Evangeline leva les yeux au ciel. Comme c'est touchant. Mais je n'avais pas fini. Les enfants de Sarah lui ont volé son argent de retraite puis l'ont mise dans une maison de retraite publique quand elle n'a plus pu payer son hypothèque. Elle était suicidaire quand elle est arrivée ici. Maintenant, elle gère notre programme de jardinage et enseigne aux plus jeunes femmes la littératie financière pour qu'elles n'aient jamais à dépendre de quelqu'un comme elle a dépendu de ses enfants.
Mère, tout cela est très intéressant, interrompit Preston. Mais je ne vois pas ce que ça a à voir avec nous. Nous sommes ici pour renouer en tant que famille. Renouer, ai-je répété. Quand avons-nous jamais été connectés, Preston? Vraiment connectés? Pas seulement en partageant un nom de famille ou en se présentant pour des fêtes obligatoires, mais réellement connectés. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Le silence s'étira entre nous, rempli du poids de toutes les années que nous avions passées à être des étrangers l'un pour l'autre. Vous voulez connaître la vérité, ai-je continué. La vérité, c'est que vous et votre femme m'avez traité comme une ordure pendant des années. Vous avez clairement fait savoir que je vous embarrasse, que ma vie manque en quelque sorte, que je suis un fardeau que vous êtes forcé de porter. Et je l'ai accepté. Je me disais que la famille, c'est la famille, que le sang comptait plus que la façon dont vous me traitiez. Ma voix montait maintenant. 30 ans de mots ravalés se libéraient enfin. Mais ces femmes m'ont appris quelque chose. Elles m'ont appris que la famille n'est pas une question d'ADN ou d'obligation légale. C'est une question d'amour, de respect, de soutien mutuel. C'est être là les uns pour les autres, pas seulement quand c'est pratique, mais quand c'est difficile. C'est voir le meilleur chez les autres au lieu de constamment souligner les défauts. Oh, pitié, lança Evangeline. Épargnez-nous le discours inspirant. Vous vivez dans une sorte d'illusion si vous pensez que ces cas sociaux sont votre vraie famille. Cas sociaux? Les mots m'ont frappé comme une gifle. C'est ce que vous pensez? Que ces femmes sont en quelque sorte inférieures à vous? Ne le sont-elles pas, répliqua TL. Des femmes sans abri, des toxicomanes, des victimes d'abus. Qu'est-ce qu'elles apportent exactement à votre vie à part vous faire sentir nécessaire? Je la fixais. Cette femme qui était entrée dans ma famille et avait passé des années à démanteler systématiquement ma relation avec mon fils. Cette femme qui mesurait la valeur humaine en compte bancaire et en statut social. Qui voyait la gentillesse comme une faiblesse et la compassion comme une folie. Elles apportent tout, dis-je doucement. Elles apportent l'honnêteté, la gratitude, l'amour sans condition. Elles apportent leurs histoires, leurs forces, leur espoir. Elles apportent le genre de lien familial qui ne peut être ni acheté ni hérité. Il doit être mérité. Je me suis approché du mur de photographie, mes doigts traçant le cadre d'une photo de nous tous ensemble à Noël l'année dernière. Nous avions préparé le dîner à partir de rien, chanté des chants de Noël autour du piano, échangé des cadeaux faits à la main. C'était le plus beau Noël de ma vie. Vous voulez savoir pourquoi je ne vous ai jamais parlé de cet endroit, dis-je en me retournant pour leur faire face. Parce que je savais que vous réagiriez exactement comme ça, avec jugement, avec dédain, avec une incapacité totale à comprendre pourquoi quelqu'un choisirait l'amour plutôt que le luxe. Le visage de Preston était sombre de colère. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Que nous ne sommes pas les bienvenus ici? Que vous choisissez ces étrangères plutôt que votre propre fils? Je dis que vous avez fait votre choix concernant notre relation il y a longtemps. Vous avez choisi de me voir comme une obligation plutôt qu'une opportunité. Vous avez choisi la critique plutôt que la compassion, le jugement plutôt que la compréhension. Et maintenant vous voulez débarquer ici parce que vous avez besoin de quelque chose et soudain je suis censé oublier tout ça. Evangeline se détacha du manteau de la cheminée, ses yeux flamboyants de fureur. Vous êtes ridicule, Annette. Nous sommes venus ici pour reconstruire notre relation et vous nous la jetez à la figure à cause d'un sentiment de martyr mal placé. Martyr? J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Vous pensez que c'est du martyr? C'est de la libération. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je suis entouré de gens qui m'apprécient pour qui je suis, pas pour ce que je peux leur fournir. La vérité jaillissait de moi maintenant, comme l'eau d'un barrage qui cède. Toutes les années de blessures, d'essayer d'être assez bien, d'accepter des miettes d'affection et d'appeler ça de l'amour. Vous voulez rester ici, ai-je continué. Très bien, mais vous devez comprendre ce qu'est cet endroit. Ce n'est pas une villa de luxe où vous pouvez vous cacher de vos problèmes et attendre que je m'occupe de vous. C'est un centre de rétablissement pour les femmes qui ont été abusées, négligées et abandonnées par leur famille. J'ai vu le visage de Preston changer. J'ai vu la compréhension poindre dans ses yeux, ainsi que quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Vous ne vivez pas du tout dans une villa de luxe, n'est-ce pas, dit-il lentement. J'ai souri, et pour la première fois depuis leur arrivée, je me sentais complètement en paix. Non, Preston, je ne le fais pas, la couleur quitta le visage de Preston si rapidement que je crus qu'il allait s'évanouir.
Le maquillage parfaitement appliqué d'Evangeline ne pouvait cacher le choc qui vacilla sur ses traits avant qu'elle ne se reprenne rapidement, mais pas avant que je ne l'ai surpris. Ce moment de pure panique. Qu'est-ce que vous voulez dire par vous ne vivez pas dans une villa de luxe? La voix de Preston se cassa légèrement sur le dernier mot. Je me suis dirigé vers les grandes fenêtres qui donnaient sur la vallée, où le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur la prairie. D'ici, on pouvait voir les petits chalets dispersés sur la propriété. Chacun d'eux, un havre de paix pour les femmes reconstruisant leur vie. Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Ce n'est pas ma résidence privée, Preston. C'est le centre de rétablissement Haven Springs. Je l'ai fondé il y a 3 ans avec les économies de toute ma vie, et je suis toujours en train de le rembourser. Le silence derrière moi était si complet que je pouvais entendre l'horloge de grand-père dans le coin égrener les secondes. Finalement, Evangeline retrouva sa voix. Centre de rétablissement, pourquoi? Les mots sortirent étranglés, comme si elle connaissait déjà la réponse mais espérait désespérément se tromper. Je me suis retourné pour leur faire face. Ces 2 personnes qui avaient conduit 4 heures dans les montagnes en s'attendant à trouver luxe et confort, pour découvrir qu'elles étaient tombées sur quelque chose qu'elles ne pouvaient ni comprendre ni contrôler. Pour les femmes fuyant la violence domestique. Pour les mères qui ont tout perdu en protégeant leurs enfants, pour les femmes âgées dont les propres familles les ont abandonnées après avoir vidé leur compte en banque. J'ai marqué une pause, laissant chaque mot s'imprégner. Pour les femmes comme moi qui ont passé des décennies à s'entendre dire qu'elles n'étaient pas assez bien, pas assez intelligentes, pas assez importantes pour mériter le respect. Preston s'affaissa dans l'un des fauteuils usés mais confortables que nous avions disposés en cercle pour les séances de thérapie de groupe. Son costume coûteux semblait ridicule contre les coussins tricotés à la main, comme un serpent essayant de se cacher parmi les fleurs. Mais Madame Chen a dit que vous aviez de l'argent, dit-il faiblement. Elle a dit que vous aviez acheté une villa. J'ai bien acheté cette propriété pour 300 000 $, ce qui représentait chaque centime que j'avais économisé pendant 37 ans de carrière d'infirmière. Chaque heure supplémentaire, chaque jour férié que j'ai travaillé au lieu de prendre des vacances, chaque sacrifice que j'ai fait en pensant que je construisais quelque chose pour votre avenir. L'ironie ne m'avait pas échappé. Toutes ces années où je m'étais privé de petits plaisirs, me disant que j'étais responsable, économisant pour les études de Preston, pour son mariage, pour les petits-enfants que j'espérais gâter un jour. Au lieu de cela, j'avais finalement dépensé cet argent pour moi-même, pour créer quelque chose de significatif. 300 000? La voix d'Evangeline était à peine un murmure. C'est tout. La déception non dissimulée dans son ton m'aurait blessé autrefois. Maintenant, cela ne faisait que confirmer tout ce que j'avais soupçonné sur leur motivation pour cette visite inattendue. Je suis désolé de vous décevoir, dis-je sèchement. Je sais que vous espériez probablement quelque chose d'un peu plus substantiel. La tête de Preston se releva brusquement. Ce n'est pas. Nous ne sommes pas venus ici pour l'argent, mais son déni était trop rapide, trop défensif, et le visage d'Evangeline était devenu pâle sous son fond de teint. Le fard à joues soigneusement appliqué ressortait comme de la peinture de guerre sur ses joues soudainement cireuses. Bien sûr que si, dis-je, et pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement calme en leur présence. La question est, à quel point êtes-vous dans le pétrin? La bouche de Preston s'ouvrit et se ferma comme un poisson cherchant de l'air. Evangeline lui lança un regard d'avertissement qui aurait pu glacer le feu, mais il était trop tard. La vérité était écrite sur tout son visage. Nous ne sommes pas dans le pétrin, dit Evangeline rapidement. Nous traversons juste une mauvaise passe. Le secteur immobilier de Preston est cyclique, et nous avons pensé qu'il serait agréable de passer du temps en famille pendant que les choses s'arrangent. Famille. Le mot sonnait étranger venant de ses lèvres. En 8 ans de mariage avec mon fils, Evangeline avait clairement fait savoir que je n'étais pas sa famille. J'étais le bagage malheureux de Preston, un rappel de ses humbles débuts qu'elle tolérait par nécessité. Combien devez-vous, ai-je demandé directement. Mère, s'est déplacé, commença Preston. Mais je l'ai interrompu. Déplacé? Vous débarquez à ma porte sans y être invité avec assez de bagages pour un séjour prolongé, en parlant de faire la paix après des années à me traiter comme une source d'embarras. Et vous pensez que ma question est déplacée? Je me suis approché de l'endroit où il était assis, cet homme que j'avais élevé, dont j'avais rafraîchi le front fiévreux, dont j'avais chassé les cauchemars. Quand était-il devenu un tel étranger? J'ai passé 15 ans marié à votre père, dis-je doucement. Je sais à quoi ressemble le désespoir.
Je sais ce que c'est d'avoir des créanciers qui appellent. De perdre le sommeil à cause de factures que vous ne pouvez pas payer, de sourire et de prétendre que tout va bien quand votre monde s'écroule. Le visage de Preston se décomposa. Et pendant un instant, j'ai vu le petit garçon effrayé qu'il était autrefois. 53 000 murmura-t-il. 53 000 $ en quoi? Dette de carte de crédit. Prêts commerciaux. Carte de crédit, répondit Evangeline, sa voix tendue de honte. Et quelques prêts personnels. L'entreprise n'a pas fait de profit depuis 18 mois. Nous vivons à crédit, pensant que les choses allaient s'arranger. J'ai senti une oppression familière dans ma poitrine. Le même sentiment que j'avais quand Preston était petit et s'était blessé. L'instinct de réparer, d'aider, de faire disparaître la douleur. Mais j'étais plus âgé maintenant et, je l'espérais, plus sage. Alors vous avez décidé de venir ici et... Quoi? Emménager avec moi jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied. Vivre de ma générosité pendant que vous trouviez une solution. Nous pensions que nous pourrions nous entraider, dit Preston, sa voix gagnant en force alors qu'il se réchauffait à son histoire. Vous vieillissez, vivant seul ici dans les montagnes. Il semblait que nous pourrions vous tenir compagnie, aider à l'entretien, peut-être contribuer aux dépenses. Contribuer aux dépenses, ai-je répété. Avec quel argent? La question resta en suspens dans l'air comme la fumée d'un feu mourant. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir Sarah dans le jardin enseignant à deux des nouvelles résidentes comment planter des semis d'herbes aromatiques. Elle avait 68 ans, ses cheveux blancs argentés sous le soleil de l'après-midi, son visage sillonné de rides de rire gagné en survivant à la trahison de ses enfants et en retrouvant la joie. Vous voulez savoir la différence entre vous et les femmes qui vivent ici, dis-je, ma voix douce mais stable. Elles sont honnêtes à propos de leur situation. Elles ne débarquent pas avec des histoires élaborées sur le désir de passer du temps ensemble ou de s'entraider. Elles disent, je n'ai nulle part où aller. Il ne me reste rien. J'ai besoin d'aide. Elles demandent au lieu d'exiger. Elles sont reconnaissantes au lieu d'être arrogantes. Le calme d'Evangeline se brisa finalement. Arrogant? Comment osez-vous? Nous sommes votre famille. L'êtes-vous? Je me suis tourné pour lui faire face complètement. Parce que la famille ne disparaît pas pendant des mois pour ne refaire surface que lorsqu'elle a besoin de quelque chose. La famille ne fait pas de remarques cinglantes sur les choix de carrière ou la situation de vie de quelqu'un. La famille ne traite pas les visites de vacances comme des corvées obligatoires à endurer. Nous avons été occupés, protesta faiblement Preston. Trop occupés pour appeler, trop occupés pour écrire, trop occupés pour vous souvenir de mon anniversaire, 3 années de suite. Mais pas trop occupés pour chercher mon adresse sur Google et conduire 4 heures quand vous pensiez que j'avais peut-être quelque chose que vous pouviez utiliser. La vérité s'installait dans la pièce comme de la poussière après une explosion. Toute la comédie, tous les mots soigneusement choisis sur la réconciliation et les liens familiaux s'étaient effondrés pour révéler la réalité nue en dessous. Vous savez quelle est la partie la plus triste, ai-je continué, regardant Preston avec une véritable tristesse. Je vous aurais aidé il y a 3 mois si vous aviez appelé et m'aviez honnêtement dit que vous aviez des difficultés. Si vous aviez demandé de l'aide au lieu de débarquer pour la prendre, j'aurais trouvé un moyen. Vous l'auriez fait? L'espoir vacilla dans les yeux de Preston. J'aurais liquidé mon fonds d'urgence. J'aurais pu vous donner 15 000, peut-être 20 000. Assez pour vous stabiliser pendant que vous élaboriez un vrai plan. La vive inspiration d'Evangeline me dit qu'elle faisait le calcul. 15 000 $ ne résoudraient pas leurs problèmes, mais cela leur aurait acheté du temps. Mais vous n'avez pas demandé, dis-je. Vous avez supposé, vous avez planifié. Vous êtes arrivé ici en vous attendant à emménager dans ce que vous pensiez être ma villa de luxe et à vivre de mon succès sans jamais reconnaître vos échecs ni demander la permission. À travers les fenêtres, j'ai vu Maria sortir d'un des chalets, sa petite fille sur la hanche. Elle a salué Sarah dans le jardin, a crié quelque chose qui a fait rire la femme plus âgée. Voilà à quoi ressemblait la famille. Des gens choisissant d'être là les uns pour les autres. Des gens trouvant la joie dans des moments simples. Des gens construisant quelque chose de beau ensemble malgré un départ de rien. Les femmes ici travaillent pour ce qu'elles reçoivent, dis-je, me retournant vers Preston et Evangeline. Elles aident à la cuisine, au ménage, à la garde d'enfants. Elles assistent à des séances de conseil, participent à des ateliers de compétences de vie, contribuent à la communauté comme elles le peuvent. Certaines sont ici depuis 6 mois, d'autres depuis plus d'1 an.
Elles restent aussi longtemps qu'elles en ont besoin, tant qu'elles travaillent à leur indépendance. Nous offrez-vous le même marché, demanda Evangeline, sa voix perçante de suspicion. J'ai étudié son visage. Cette femme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie, qui mesurait sa valeur à l'aune du revenu de son mari et de l'approbation de son cercle social. Pourrait-elle vider des bassins de lit pour des résidentes âgées? Pourrait-elle s'asseoir avec des femmes en larmes et offrir du réconfort sans jugement? Pourrait-elle planter des légumes dans le jardin et ressentir de la fierté à nourrir des gens qui n'avaient rien? Je vous offre un choix, dis-je finalement. Vous pouvez rester ici et participer au programme comme tout le monde. Vous partagerez un chalet, aiderez aux opérations quotidiennes, assisterez à des séances de groupe sur la responsabilité financière et les relations saines. Vous travaillerez à un plan d'indépendance qui n'implique pas de dépendre des autres pour résoudre vos problèmes. L'offre resta en suspens entre nous comme un pont qu'aucun d'eux ne semblait disposé à traverser. Preston regarda Evangeline, cherchant une permission ou un conseil. Evangeline me fixa avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. Où, ai-je continué, vous pouvez partir maintenant. Redescendre cette route de montagne et trouver votre propre solution à vos propres problèmes. C'est tout? La voix de Preston craqua d'indignation. Ce sont nos seules options? Ce sont vos seules options ici, ai-je corrigé. Ce que vous ferez après votre départ dépend entièrement de vous. L'horloge de grand-père sonna 4 fois, marquant une autre heure dans cette journée qui avait commencé si paisiblement. Bientôt, les femmes reviendraient de leur séance de thérapie, et nous nous rassemblerions dans la cuisine pour préparer le dîner ensemble. C'était ma partie préférée de chaque jour, la cuisine, les rires, le sentiment d'appartenance qui venait du fait d'être réellement utile à des gens qui appréciaient ma présence. Preston et Evangeline pourraient faire partie de ce monde s'ils le choisissaient. Ils pourraient apprendre ce que signifie contribuer au lieu de consommer, mériter l'amour au lieu de l'exiger, trouver un sens dans le service au lieu de la prise. Mais en regardant leur visage, en voyant le dégoût et l'arrogance écrits là aussi clairement que des mots sur une page, je savais déjà quel serait leur choix. Nous avons besoin de temps pour réfléchir, dit enfin Evangeline. Bien sûr, ai-je répondu. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Rappelez-vous simplement que c'est un centre de rétablissement en activité, pas un hôtel. Si vous restez ce soir, on s'attendra à ce que vous aidiez à la préparation du dîner et au nettoyage. Le petit déjeuner est à 7 heures et tout le monde contribue. Comme si elles étaient convoquées par notre conversation, le bruit de portières claquant fit écho à travers la vallée. Les femmes revenaient, leur voix portée par l'air de la montagne alors qu'elles descendaient de la camionnette qui les avait emmenées en ville. Preston et Evangeline regardèrent tous les deux vers les fenêtres, observant 6 femmes d'âge varié se diriger vers le bâtiment principal. Elles se déplaçaient comme des personnes qui appartenaient à cet endroit, à l'aise dans leur environnement, chez elles, dans leur sanctuaire. Réfléchissez bien à votre choix, dis-je à mon fils et à sa femme. Parce que quoi que vous décidiez, ça va tout changer. Le son des voix des femmes s'intensifia à mesure qu'elles approchaient de la maison principale. Un chœur de conversation et de rire qui était devenu la bande sonore de ma nouvelle vie. J'ai regardé Preston et Evangeline se raidir à l'approche du groupe, leur malaise palpable alors qu'ils réalisaient qu'ils étaient sur le point de rencontrer les personnes que j'avais choisies comme ma vraie famille. La porte d'entrée s'ouvrit avec un léger grincement, suivi des bruits familiers de l'arrivée, des chaussures enlevées, des sacs posés, le bavardage facile de personnes retournant à un endroit où elles se sentaient à leur place. Annette, appela la voix de Maria avec son accent anglais. On t'a rapporté quelque chose du marché. Avant que je puisse répondre, elle apparut dans l'arche du hall principal. Sa fille de 18 mois, Elena, en équilibre sur sa hanche. Le visage de Maria rayonnait de ce genre de contentement que j'avais rarement vu au cours de mes années avec Preston et Evangeline. La joie de quelqu'un qui avait trouvé la sécurité après avoir vécu dans la peur. Elle s'arrêta net en voyant mes invités inattendus, son sourire faiblissant légèrement alors qu'elle remarquait leurs vêtements coûteux et leurs expressions hostiles. « Oh » dit-elle doucement, déplaçant Elena sur son autre hanche de manière protectrice. « Je suis désolée. Je ne savais pas que vous aviez de la visite. »« Ce n'est rien, ma chérie, » dis-je, m'approchant d'elle avec le genre de chaleur que j'avais appris à montrer librement ici. « Maria, je voudrais te présenter mon fils, Preston, et sa femme, Evangeline. Ils sont venus nous rendre visite. » Le visage de Maria s'illumina immédiatement, comme toujours quand elle pensait que quelque chose de bien arrivait à quelqu'un qu'elle aimait. « Votre fils, c'est merveilleux. Vous devez être si heureuse de le voir. » Elle se tourna vers Preston avec un enthousiasme sincère.
Annette parle tout le temps de vous. Elle est si fière de vous. J'ai senti mes joues brûler d'embarras. C'était vrai. J'avais souvent parlé de Preston pendant les premiers mois à Haven Springs, partageant des souvenirs de son enfance, exprimant l'espoir qu'un jour nous pourrions réparer notre relation. Maria ne savait rien des années de froideur, des remarques dédaigneuses, de la cruauté désinvolte qui m'avait finalement fait fuir. La réponse de Preston fut tout ce que j'avais craint. J'en suis sûr, dit-il, son ton plat et dédaigneux. Il ne se leva pas de sa chaise, n'offrit pas de serrer la main de Maria, ne reconnut pas du tout la présence d'Elena. Au lieu de cela, il toisa Maria de haut en bas avec un dégoût à peine dissimulé, remarquant son simple jean et son pull d'occasion, ses mains usées par le travail, son accent. Le sourire de Maria vacilla, la confusion assombrissant ses yeux sombres. Elle avait 21 ans et avait vu assez de cruauté dans sa courte vie pour la reconnaître instantanément. Preston, dis-je sèchement, mais il parlait déjà. Mère joue à la poupée ici, je vois, dit-il à Evangeline assez fort pour que Maria l'entende. Très charitable de sa part de recueillir les chiens errants. Le mot « chiens errants » frappa Maria comme un coup physique. J'ai vu son visage se décomposer, je l'ai vu instinctivement serrer Elena plus fort contre sa poitrine. À ce moment-là, elle n'était pas une jeune mère forte qui avait survécu à une agression et à l'itinérance pour construire une nouvelle vie pour elle-même et sa fille. Elle était juste une fille à qui on rappelait que certaines personnes la verraient toujours comme moins qu'humaine. « Comment osez-vous » ai-je murmuré, ma voix tremblante de rage. Mais avant que je puisse en dire plus, Sarah apparut dans l'embrasure de la porte derrière Maria. À 68 ans, elle avait survécu à l'abus financier et à l'abandon de ses propres enfants, avait envisagé le suicide avant de trouver refuge ici. Elle était petite de taille mais d'un esprit féroce. Et elle n'eut besoin que d'un regard sur le visage de Maria pour comprendre exactement ce qui s'était passé. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda Sarah, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait élevé 5 enfants et enterré 2 maris. « Aucun problème du tout, » dit Evangeline avec une fausse douceur. « Nous faisons juste connaissance avec les invités d'Annette. » Invités. Une autre diminution délibérée. Une autre façon de réduire ces femmes à leurs circonstances plutôt que de les voir comme les survivantes qu'elles étaient. Maria murmura quelque chose en espagnol et quitta la pièce précipitamment. Les gémissements confus d'Elena les suivirent dans le couloir. Sarah les regarda partir, puis se retourna vers nous avec des yeux d'acier. 30 ans, dit-elle d'un ton conversationnel. C'est le temps que j'ai supporté que mes enfants me traitent comme une ordure. Qu'ils fassent des blagues sur mon intelligence, qu'ils lèvent les yeux au ciel quand je parlais, qu'ils agissent comme si j'étais un fardeau qu'ils étaient forcés de porter. Vous savez ce que j'ai appris pendant ces 30 ans ? Elle entra complètement dans la pièce, sa petite silhouette remplissant l'espace d'une colère juste. J'ai appris que certaines personnes ne sont heureuses que lorsqu'elles rabaissent quelqu'un d'autre. Et j'ai appris que les gens qui vous font ça ne sont pas votre famille, peu importe ce que dit leur certificat de naissance. Preston se leva enfin, le visage rouge d'indignation. Je ne sais pas pour qui vous vous prenez, madame, mais vous n'avez aucun droit de me faire la morale sur ma relation avec ma mère. Ah non ? La voix de Sarah était calme, conversationnelle. Parce que de mon point de vue, il semble que vous venez de faire pleurer une gentille fille parce que vous vouliez établir votre supériorité. Il semble que vous soyez entré chez Annette et que vous ayez immédiatement commencé à juger et à rejeter les gens qu'elle aime. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur le genre de fils que vous êtes. Le genre de fils que je suis ? La voix de Preston monta dangereusement. Je suis le fils qui a supporté ces absurdités dramatiques pendant des années. Je suis le fils qui l'a incluse dans les événements familiaux même quand elle nous embarrassait. Je suis le fils qui a conduit 4 heures pour essayer d'avoir une relation avec elle, pour découvrir qu'elle a gaspillé son argent dans des cas sociaux au lieu de penser à l'avenir de sa propre famille. Les mots jaillirent de lui comme du poison d'une blessure, révélant tout ce qu'il y avait de laid et de toxique qui avait couvé en lui pendant des années. Et à chaque mot, je sentis les derniers fils d'amour auxquels je m'étais accroché se rompre enfin. Cas sociaux, répéta lentement Sarah. C'est ce que vous pensez que nous sommes. À présent, l'agitation avait attiré d'autres personnes. Rebecca apparut à côté de Sarah, son instinct d'enseignante lui faisant évaluer rapidement la situation. Derrière elle, je pouvais voir 2 autres résidentes planer dans le couloir, leurs visages tendus par l'anxiété de femmes qui savaient ce que c'était que d'être la cible de la cruauté. Laissez-moi vous parler des cas sociaux, dit Rebecca, sa voix portant l'autorité de quelqu'un qui avait passé 20 ans à éduquer des enfants.
Mia parle 3 langues et était à 2 semestres de son diplôme d'infirmière quand son ex-petite amie a commencé à la harceler. Elle a suivi des cours en ligne tout en s'occupant de sa fille et en travaillant dans notre programme de jardinage. Le mois prochain, elle commence un stage rémunéré à la clinique communautaire. Elle fit un geste vers Sarah. Sarah a monté une entreprise de traiteur prospère à partir de rien et l'a dirigée pendant 15 ans avant que ses enfants ne la convainquent qu'elle était trop vieille pour gérer ses propres finances. Elle anime nos ateliers de littératie financière et aide 3 autres femmes à démarrer leur propre petite entreprise. Preston et Evangeline la fixaient maintenant, clairement mal à l'aise d'être confrontés à la réalité des femmes qu'ils avaient considérées comme indignes de leur attention. Et moi, continua Rebecca, j'ai passé 20 ans en tant que directrice de lycée primaire avant que mon mari ne me convainque que j'étais sans valeur, stupide, incapable de survivre sans lui. Je l'ai cru pendant si longtemps que quand je suis finalement parti, je ne savais pas comment faire un chèque ou utiliser un distributeur de billets. Sarah me l'a appris. Maria m'a aidé à pratiquer l'espagnol pour que je puisse communiquer avec les parents non anglophones. Annette m'a tenu la main pendant les crises de panique et m'a rappelé chaque jour que je valais la peine d'être sauvée. Elle s'approcha de Preston et je me suis souvenu qu'elle avait passé des décennies à gérer des adolescents arrogants et leurs parents tout aussi arrogants. Alors, quand vous nous appelez des cas sociaux, dit-elle doucement, vous traitez votre mère d'idiote pour avoir vu notre potentiel quand personne d'autre ne le voyait. Vous ne rejetez pas seulement nous, mais son jugement, sa compassion, sa capacité à reconnaître la force chez les personnes brisées. La pièce tomba dans le silence, à l'exception du tic-tac de l'horloge de grand-père et des pleurs lointains d'Elena quelque part dans le couloir. Le visage d'Evangeline était devenu blanc sous son maquillage, et Preston semblait avoir du mal à respirer. C'est ridicule, finit par éclater Evangeline. Nous ne sommes pas venus ici pour nous faire sermonner par une bande de... De quoi, demandai-je doucement. Terminez la phrase, Evangeline. Une bande de quoi? Mais elle ne pouvait pas le dire. Elle ne pouvait pas exprimer les mots qui étaient clairement dans son esprit. Au lieu de cela, elle se tourna vers Preston avec la fureur de quelqu'un dont les plans soigneusement élaborés avaient été brisés. C'est de ta faute, lui siffla-t-elle. Tu as dit qu'elle avait de l'argent. Tu as dit qu'elle vivait dans le luxe. Tu m'as fait croire que cela résoudrait nos problèmes. Je le pensais, rétorqua Preston. Comment étais-je censé savoir qu'elle avait perdu la tête et s'était transformée en une sorte de sainte? Sainte? Le mot dégoulinait de mépris, comme si la compassion était un défaut de caractère, comme si choisir d'aider les autres était un signe de maladie mentale. Je pense, dit Sarah d'un ton conversationnel, qu'il est temps pour vous de partir. Vous n'avez pas à nous dire de partir, lança Preston. C'est la maison de ma mère. Non, dis-je, ma voix tranchant la tension comme une lame. C'est ma maison, mon centre, mon sanctuaire. Et je vous dis de partir. Les mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans une eau calme. Le visage de Preston passa par la confusion, l'incrédulité, et finalement la rage. Vous les choisissez plutôt que moi, demanda-t-il, sa voix craquant d'incrédulité. Votre propre fils? Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu non pas l'enfant que j'avais élevé, mais l'homme qu'il avait choisi de devenir. Un homme capable de faire pleurer une jeune mère pour le plaisir. Un homme capable d'entrer dans le sanctuaire de quelqu'un d'autre et de commencer immédiatement à le démolir. Un homme qui mesurait sa propre valeur à l'efficacité avec laquelle il pouvait diminuer les autres. Je choisis l'amour plutôt que la cruauté, dis-je simplement. Je choisis le respect plutôt que l'arrogance. Je choisis la famille qui m'a choisi en retour. Le visage de Preston se décomposa, mais pas de tristesse, de rage. Une rage pure et incandescente d'être privé de ce qu'il estimait lui revenir de droit. Vous le regretterez, dit-il, sa voix basse et menaçante. Nous avons fait tout ce chemin pour vous donner une autre chance, et vous la gâchez pour ces gens. Quand vous serez vieille, malade et seule, ne venez pas pleurer chez nous. La menace resta en suspens dans l'air comme la fumée d'un feu qui avait brûlé trop longtemps. Mais au lieu de la peur, je sentis quelque chose d'inattendu monter dans ma poitrine. Le soulagement. La comédie était enfin terminée. La fiction polie que nous étions une famille aimante était enfin morte. Je ne serai pas seul, dis-je doucement. Je ne serai plus jamais seul. Et comme si elles étaient convoquées par mes mots, je sentis une petite main se glisser dans la mienne. Maria était revenue, son visage encore strié de larmes, mais le menton levé avec un courage défiant. Elena était en équilibre sur son autre hanche,
tendant ses petits doigts vers le foulard coloré que Sarah portait autour du cou. Une par une, les autres femmes se rapprochèrent. Pas pour m'entourer, pas pour menacer, juste là, présente, solidaire, prête à se tenir à mes côtés contre tout ce qui pourrait arriver. En regardant leur visage, le courage déterminé de Maria, la loyauté féroce de Sarah, la force tranquille de Rebecca, j'ai réalisé que Preston avait tort sur une chose. Ce n'était pas la fin de ma famille. C'était le moment où elle commençait vraiment. Le silence qui suivit mes paroles s'étira comme un fil tendu, prêt à se rompre. Preston se tenait figé au centre de mon sanctuaire, son visage passant par des émotions que je n'avais jamais vues auparavant. Le choc, la rage, et quelque chose qui aurait pu être de la peur. Evangeline serrait son sac à main de créateur comme un bouclier, ses jointures blanches contre le cuir. Autour de moi, ma famille choisie attendait. La petite main de Maria restait fermement dans la mienne, sa présence un rappel de tout ce que j'avais construit ici. Sarah se tenait les bras croisés, son visage buriné empreint de détermination. Rebecca se positionna légèrement devant les autres femmes, son instinct d'enseignante la rendant protectrice envers celles qu'elle considérait comme vulnérables. « Vous ne pouvez pas être sérieuse », murmura enfin Preston, sa voix empreinte d'incrédulité. « Vous choisissez réellement ces étrangères plutôt que votre propre sang. »« Le sang ne fait pas la famille », dit doucement Sarah, ses mots portant le poids de 68 ans de sagesse durement acquise. « C'est l'amour qui le fait. Le respect. Être là les uns pour les autres quand ça compte. C'est ça qui fait une famille. » Preston se tourna brusquement vers elle, son visage se tordant d'une rage laide. « Personne ne vous a rien demandé, vieille femme. C'est entre moi et ma mère. » Les mots frappèrent Sarah comme une gifle. Je la vis tressaillir, vis la blessure traverser ses traits avant qu'elle ne puisse la cacher. À 68 ans, ses propres enfants l'avaient traitée de pire, mais ça faisait toujours mal. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est finalement brisé. Pas en 1000 morceaux. Ça, c'était arrivé il y a des années, lentement, pièce par pièce, à chaque commentaire dédaigneux et chaque méchanceté. C'était différent. C'était la rupture nette et franche d'une chaîne qui m'avait lié trop longtemps. Dehors, dis-je, ma voix d'un calme mortel. Preston cligna des yeux. Quoi? J'ai dit, dehors. Maintenant. Tous les deux. Mère, vous ne pouvez pas, je peux, et je le fais. Je m'avançai, tenant toujours la main de Maria, puisant de la force dans sa présence. Vous avez exactement 5 minutes pour rassembler vos affaires et quitter ma propriété. Evangeline retrouva enfin sa voix, bien qu'elle soit sortie stridente et désespérée. Vous faites une énorme erreur, Annette. Nous sommes venus ici pour vous aider, pour être une famille, et vous gâchez tout pour ces gens qui ne font que vous utiliser. M'utiliser? J'ai presque ri. Maria se lève à 5 heures tous les matins pour aider à préparer le petit déjeuner pour tout le monde. Elle a appris à mettre en conserve les légumes de notre jardin pour que nous ayons de la nourriture pendant l'hiver. Elle lit à la dame âgée du chalet 3 qui a la vue qui baisse. En quoi exactement m'utilise-t-elle? Elle est sans abri, rétorqua Evangeline. Elle n'a nulle part où aller. Bien sûr qu'elle va se montrer reconnaissante et serviable. Quel choix a-t-elle? La prise de Maria se resserra sur ma main, mais quand je la regardai, je ne vis pas de la blessure, mais de la pitié. De la pitié pour une femme qui ne pouvait pas comprendre que la gratitude pouvait être sincère, que l'aide pouvait être offerte sans attente de retour. Vous avez raison, dit doucement Maria, son accent faisant sonner ses mots comme de la musique après les tons durs d'Evangeline. J'étais sans abri. Je n'avais nulle part où aller. Mais Annette ne m'a pas seulement donné un endroit où dormir. Elle m'a donné de l'espoir. Elle a vu quelque chose en moi que je ne pouvais pas voir moi-même. Elle déplaça Elena sur son autre hanche. La petite fille babillait joyeusement en jouant avec le collier de sa mère. Avant de venir ici, je pensais que j'étais brisé, usé. Cet homme, il m'a fait croire que je n'étais rien. Mais Annette, elle m'a dit chaque jour que j'étais forte, que j'étais digne d'amour, que j'avais un avenir. Elle m'a aidé à voir que ce qui m'était arrivé ne me définissait pas. La voix de Maria se fit plus forte alors qu'elle parlait, le tremblement de la vieille peur remplacé par une confiance tranquille. Le mois prochain, je commence à travailler à la clinique à temps plein. Dans 2 ans, je finis mon diplôme d'infirmière. Dans 5 ans, je veux ouvrir mon propre cabinet dans une communauté mal desservie, pour aider d'autres femmes comme moi.
Rien de tout cela ne serait possible sans qu'Annette ait cru en moi d'abord. Elle regarda directement Preston, ses yeux sombres sans peur. Alors, oui, j'avais besoin de son aide, mais elle avait aussi besoin de la mienne. Elle avait besoin de se souvenir de ce que c'était que d'être appréciée, d'être valorisée pour qui elle est au lieu de ce qu'elle peut fournir. Nous nous sommes sauvés l'une l'autre. La vérité de ces paroles résonna dans la pièce comme des cloches. C'était ce qu'Evangeline et Preston ne pouvaient pas comprendre, que les vraies relations se construisent sur le respect mutuel, sur chaque personne contribuant ce qu'elle peut quand elle le peut. C'est très touchant, dit Evangeline, sa voix dégoulinant de sarcasme. Mais nous sommes toujours de la famille. Ça doit bien compter pour quelque chose. Vraiment? Je regardais Preston, cet homme que j'avais porté dans mon corps, nourri à mon sein, bercé pendant d'innombrables nuits blanches. Quand est-ce que tu as appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? Quand est-ce que tu t'es souvenu de mon anniversaire pour la dernière fois? Quand est-ce que tu as dit que tu m'aimais pour la dernière fois, en le pensant vraiment? La bouche de Preston s'ouvrit et se ferma sans un son. Les questions restèrent en suspens dans l'air comme des accusations, chacune étayée par des années de négligence et d'indifférence. Nous avons été occupés, réussit-il finalement à dire. Occupés. Je goûtais le mot, amer comme un médicament. Trop occupé pour appeler, mais pas trop occupé pour conduire jusqu'ici quand vous pensiez que j'avais de l'argent. Trop occupé pour me rendre visite, mais pas trop occupé pour insulter les gens que j'aime à la seconde où vous les avez rencontrés. Rebecca s'avança, sa voix douce mais ferme. Annette, vous ne leur devez aucune explication. Certaines personnes ne comprennent l'amour que comme une transaction. Que peux-tu faire pour moi? Que peux-tu me donner? Comment peux-tu me faciliter la vie? Quand tu cesses d'être utile, ils cessent de se soucier. Ce n'est pas vrai, protesta Preston. Mais sa voix manquait de conviction. Ah non? L'instinct d'enseignante de Rebecca prit le dessus. Le même ton qu'elle avait utilisé pour guider des élèves réticents vers des vérités difficiles. Quand lui avez-vous demandé pour la dernière fois ce qui l'intéressait, comment allait sa santé, si elle était heureuse? Quand lui avez-vous offert votre aide pour la dernière fois au lieu de vous attendre à ce qu'elle vous aide? Les questions arrivèrent comme des flèches trouvant leur cible. Le visage de Preston devint rouge, puis pâlit. À côté de lui, Evangeline se déplaça mal à l'aise, son maquillage soigneusement appliqué commençant à couler sous le stress. Nous ne savions pas qu'elle avait besoin d'aide, dit faiblement Evangeline. Elle a toujours semblé si indépendante. J'étais indépendante parce que je devais l'être, dis-je, ma voix stable malgré les émotions qui bouillonnaient en moi. Parce que personne d'autre n'allait prendre soin de moi. Mais l'indépendance ne signifie pas que vous n'avez pas besoin d'amour, de soutien, de compagnie. Cela signifie simplement que vous avez appris à vivre sans. Sarah émit un doux son de compréhension. Elle savait exactement ce que je voulais dire. La solitude profonde d'être forte parce que vous n'aviez pas d'autre choix. Nous pourrions apprendre, dit soudainement Preston, désespérément. Nous pourrions faire mieux. Nous pourrions. Mais ces mots s'éteignirent alors qu'il regardait autour de la pièce, prenant conscience des preuves de la vie que j'avais construite sans lui. Les photos de femmes qui m'appelaient mère, non par obligation, mais par amour. Le mobilier confortable usé par d'innombrables conversations et repas partagés. La paix qui imprégnait chaque recoin de cet endroit comme une bénédiction. Il le vit enfin. Il vit ce qu'il avait perdu par ses propres choix, sa propre cruauté. Et au lieu de l'humilier, cela sembla le mettre en colère. C'est de la folie, dit-il, sa voix s'élevant. Vous gâchez votre vraie famille pour une bande de femmes abîmées qui vous rappellent ce que c'est que de se sentir nécessaire. Ce n'est pas de l'amour, mère. C'est de la pathologie. Le mot frappa comme un coup physique. Pathologie. Comme si prendre soin des autres, comme si trouver un but dans le service, comme si construire quelque chose de beau à partir de pièces brisées était un signe de maladie plutôt que de force. Peut-être que tu as raison, dis-je doucement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Peut-être que je suis abîmé, pathologique, au-delà de la rédemption. Le visage de Preston s'illumina de triomphe, pensant que j'étais enfin d'accord avec lui. Mais tu sais quoi, ai-je continué, ma voix se faisant plus forte. Je préfère être brisé et entouré d'amour que entière et entouré de gens qui ne se soucient que de ce que je peux faire pour eux. Le triomphe s'estompa du visage de Preston comme l'eau d'une coupe brisée. Et si cela me rend pathologique,
dis-je en regardant les femmes qui avaient choisi de se tenir à mes côtés, alors je suis fier d'être malade. Maria serra ma main. Sarah hocha la tête en signe d'approbation. Rebecca sourit avec la joie féroce de quelqu'un qui voit un élève maîtriser enfin une leçon difficile. Le temps est écoulé, dis-je à Preston et Evangeline. Prenez vos sacs et partez. Pendant un moment, j'ai cru que Preston allait refuser. Il se tenait là, les poings serrés, le visage rouge de rage et d'humiliation. Puis Evangeline attrapa son bras, ses instincts de survie prenant enfin le dessus. Viens, siffla-t-elle. Sortons d'ici. Cet endroit est fou de toute façon. Ils rassemblèrent leurs bagages coûteux avec des mouvements saccadés et colériques, marmonnant entre eux à voix trop basse pour être comprise. À la porte, Preston se retourna une dernière fois. Ne nous appelez pas quand vous aurez besoin d'aide, dit-il, sa voix épaisse de venin. Ne revenez pas en rampant quand ces gens seront passés à autre chose et vous auront laissé sans rien. Je l'ai regardé, cet étranger portant le visage de mon fils, et je n'ai ressenti que de la tristesse. Je ne le ferai pas, dis-je simplement. La porte d'entrée claqua derrière eux avec une finalité qui résonna dans toute la maison. À travers les fenêtres, je les ai regardés jeter leurs sacs dans leur voiture coûteuse et s'éloigner, leurs pneus crachant du gravier dans leur hâte de s'échapper. Alors que le bruit de leur moteur s'estompait dans le silence de la montagne, j'ai réalisé que je pleurais. Pas de chagrin exactement, mais de quelque chose de plus profond. Le soulagement de lâcher enfin quelque chose qui m'empoisonnait depuis des années. Le bras de Maria se glissa autour de ma taille. Sarah se plaça de mon autre côté, sa main burinée tapotant mon épaule avec un doux réconfort. Rebecca commença à ramasser les coussins éparpillés qui avaient été déplacés pendant la confrontation, rétablissant l'ordre dans notre sanctuaire. Ça fait mal maintenant, dit doucement Sarah, sa voix pleine de compréhension. Mais ça s'améliore. La paix qui vient après avoir cessé d'essayer de gagner l'amour de gens qui n'allaient jamais le donner librement. Cette paix vaut tout. J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Dehors, le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances d'or et de rose. Ce serait une belle soirée. Et pour la première fois depuis des années, j'allais en profiter sans attendre que le téléphone sonne, sans me demander quand la prochaine crise exigerait mon attention, sans l'anxiété constante et l'attente qui venait d'essayer de maintenir des relations avec des gens qui me voyaient comme une ressource plutôt qu'une personne. Dîner, demanda doucement Rebecca. Dîner, ai-je convenu en essuyant mes yeux. Faisons quelque chose de spécial ce soir. Nous avons quelque chose à célébrer. Alors que nous nous dirigions ensemble vers la cuisine, ma famille choisit m'entourant de chaleur et d'acceptation, j'ai réalisé que Preston s'était trompé sur une chose. Ces femmes n'allaient pas me laisser sans rien. Elles m'avaient déjà tout donné. 2 ans ont passé depuis cet après-midi où Preston et Evangeline se sont éloignés de mon sanctuaire, leur voiture coûteuse disparaissant sur la route de montagne comme un mauvais rêve s'estompant à la lumière du jour. J'ai 61 ans maintenant. Mes cheveux sont plus argentés que bruns. Mes mains portent les callosités honnêtes de quelqu'un qui travaille la terre avec un but plutôt que de s'asseoir derrière un bureau à compter l'argent des autres. Ce matin, comme chaque matin depuis 730 jours, je me suis réveillé au son de rire flottant par la fenêtre de ma chambre. Maria était dans le jardin avec Elena, maintenant une fillette de 3 ans bavarde qui parle 3 langues et m'appelle Abuela, avec l'affection inconsciente d'un enfant qui n'a jamais connu que l'amour. Je me suis traîné en pantoufles et en robe de chambre jusqu'à la cuisine, respirant les odeurs familières de café et de pain frais qui remplissent toujours nos matins. Rebecca était déjà là, bien sûr, son habitude d'enseignante de se lever tôt n'ayant jamais été rompue même après la retraite. Elle était devenue notre coordinatrice non officielle, son don pour l'organisation assurant le bon fonctionnement de notre communauté grandissante. « Bonjour », dit-elle, me tendant une tasse fumante sans qu'on le lui demande. « Bien dormi ?» Comme un bébé, ai-je répondu, et je le pensais. L'insomnie qui m'avait tourmenté pendant des décennies, l'agitation anxieuse qui venait de l'inquiétude constante de l'approbation des autres, avait disparu le jour où j'ai cessé de me soucier de savoir si Preston m'aimerait un jour comme je le méritais. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir les changements que 2 ans avaient apportés à Haven Springs. Nous étions passés de 6 à 12 chalets, chacun abritant des femmes reconstruisant leur vie après avoir fui des situations toxiques. Le jardin qui avait commencé comme le petit carré d'herbe de Sarah couvrait maintenant 2 acres, fournissant des légumes frais pour notre table et un surplus pour la banque alimentaire locale. Sarah elle-même était devenue une sorte de célébrité locale. Ses ateliers de littératie financière étaient désormais suivis par des femmes de 3 comtés.
À 70 ans, elle se déplaçait dans notre communauté comme un général bienveillant, organisant, enseignant et nourrissant avec l'efficacité féroce de quelqu'un qui avait trouvé sa vocation sur le tard. Des nouvelles de l'inspecteur de l'État, ai-je demandé à Rebecca, m'asseyant à la table de la cuisine avec mon café. Elle sera là la semaine prochaine pour l'examen final, répondit Rebecca, incapable de cacher son excitation. Si nous réussissons, et nous réussirons, Haven Springs deviendra officiellement un établissement résidentiel agréé. Cela signifie un financement de l'État, des remboursements d'assurance, la capacité d'aider 2 fois plus de femmes. L'accomplissement semblait surréaliste. Quand j'avais acheté cette propriété avec les économies de toute ma vie, je n'avais pas de grand plan au-delà de la création d'un lieu où les femmes brisées pourraient guérir. Maintenant, nous étions sur le point de faire partie officiellement du réseau de ressources contre la violence domestique de l'État, avec une liste d'attente qui s'étendait sur des mois. Maria a été acceptée au programme d'infirmière praticienne, ajouta Rebecca, sa fierté évidente. Bourse complète, et il la laisse continuer à travailler à la clinique à temps partiel. J'ai souri, une chaleur se propageant dans ma poitrine comme un rayon de soleil. Maria avait été ma première réussite. La jeune fille terrifiée de 19 ans qui était arrivée avec rien d'autre qu'un bébé et un esprit brisé. Maintenant, elle avait 23 ans, confiante et capable, prévoyant de se spécialiser dans les soins tenant compte des traumatismes pour les survivantes d'agression. Elle changerait des vies comme sa propre vie avait été changée. La porte d'entrée s'ouvrit avec son grincement familier, suivi du bruit de pas et de la voix de Sarah appelant « Annette, tu as une visiteuse ». J'ai froncé les sourcils, vérifiant l'horloge de la cuisine. 7h30 du matin était inhabituellement tôt pour des visiteurs, et nous n'attendions aucune nouvelle résidente avant la semaine prochaine. « J'arrive tout de suite », ai-je répondu rapidement, tressant mes cheveux et enfilant un pull. Rebecca me suivit jusqu'au hall principal, où Sarah se tenait près de l'entrée avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. À côté d'elle se tenait une jeune femme, peut-être 25 ans, aux cheveux sombres et aux yeux nerveux. Elle serrait un petit sac de voyage d'une main et un morceau de papier plié de l'autre. « Voici Jennifer », dit doucement Sarah. Elle dit que quelqu'un lui a parlé de nous, lui a recommandé de venir ici. Jennifer leva les yeux vers moi avec le désespoir aux yeux cernés que j'avais vu si souvent au cours des 2 dernières années. Quelle que soit son histoire, elle l'avait laissée épuisée, mince, fragile comme du vieux papier. « Qui nous a recommandé ?» ai-je demandé, gardant ma voix douce. La bouche de Jennifer travailla silencieusement pendant un moment. Puis elle tendit le papier plié avec des mains tremblantes. « Cette femme aux urgences, dit-elle. Elle a dit, vous pourriez peut-être m'aider. » J'ai pris le papier et les déplié, reconnaissant l'entête de l'hôpital Saint-Marie-S du centre-ville. En bas, dans une écriture soignée, se trouvait une note pour Jennifer. Veuillez contacter le centre de rétablissement Haven Springs. Dites-leur que le docteur Maria Valdez vous envoie. Elles m'ont sauvé la vie. Elles peuvent aussi sauver la vôtre. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Docteur Maria Valdez. Maria avait terminé son diplôme d'infirmière il y a 6 mois et travaillait aux urgences de l'hôpital tout en étudiant pour sa certification d'infirmière praticienne. Elle utilisait sa position pour aider d'autres femmes comme elle avait été aidée, créant un réseau de guérison qui s'étendait bien au-delà de notre sanctuaire montagnard. Docteur Valdez, dis-je, ma voix épaisse d'émotion. Oui, nous la connaissons bien, Jennifer. Bienvenue à Haven Springs. Le soulagement qui inonda le visage de la jeune femme valait chaque nuit blanche, chaque dollar dépensé, chaque moment de doute que j'avais enduré en construisant cet endroit. Alors que Rebecca conduisait Jennifer vers le bureau d'accueil, mon téléphone vibra avec un SMS. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et j'ai senti mon cœur faire un bond. Preston. Pendant 2 ans, il avait respecté ma demande de non-contact, pas d'appel, pas de mail, pas de visite surprise, rien que le silence béni qui m'avait permis de guérir et de grandir sans l'épuisement constant de sa négativité. J'ai hésité, puis j'ai ouvert le message. Maman, je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles, mais j'ai besoin que tu saches quelque chose. Evangeline et moi divorçons. Je suis en thérapie depuis 6 mois pour essayer de comprendre pourquoi tout dans ma vie continue de s'effondrer. Je pense que je comprends enfin. J'avais tort sur tout. Je ne demande pas le pardon ni que tu me reprennes. Je voulais juste que tu saches que je vois maintenant ce que j'ai gâché. J'espère que tu es heureuse. J'espère que tu as trouvé la famille que tu méritais. J'ai fixé le message pendant un long moment,
le relisant encore et encore. Une partie de moi, la partie qui avait passé 34 ans à aimer un fils qui ne pouvait pas m'aimer en retour, voulait répondre immédiatement, tendre la main et essayer de reconstruire ce que nous avions perdu. Mais la partie plus sage de moi, la partie qui avait été nourrie et renforcée par 2 ans d'amour et d'appréciation sincère, savait mieux. Certaines relations ne pouvaient pas être reconstruites. Certains dommages étaient trop profonds pour être réparés. La reconnaissance par Preston de ses erreurs était un pas vers sa propre guérison. Mais cela n'effaçait pas les années de douleur qu'il avait causées ni ne créait une obligation pour moi de le laisser me blesser à nouveau. J'ai supprimé le message sans répondre. « Tout va bien ?» demanda Rebecca, revenant après avoir installé Jennifer. « Tout est parfait » dis-je, et je le pensais complètement. Plus tard ce matin-là, je me tenais dans le jardin avec Elena, lui apprenant à identifier les différentes herbes par l'odeur pendant que Maria travaillait à proximité, son stéthoscope visible dans la poche de sa blouse. Elle était entre 2 gardes à l'hôpital, utilisant sa pause pour aider au projet de serre. « Abuela » dit soudain Elena en tirant sur ma main. « Pourquoi les dames tristes viennent ici ?» La vérité sort de la bouche des enfants. Je me suis agenouillé à son niveau, étudiant son petit visage sérieux. À 3 ans, elle était déjà remarquablement perspicace, ayant grandi entourée de femmes qui guérissaient de traumatismes. Parce que parfois, dis-je prudemment, les gens sont blessés par d'autres personnes qui sont censées les aimer. Et quand cela arrive, ils ont besoin d'un endroit sûr pour se souvenir à quel point ils sont forts. Elena hocha la tête solennellement comme si cela avait parfaitement du sens pour elle. Comme quand je tombe et que maman fait un bisou pour que ça aille mieux. Exactement comme ça, dis-je, la gorge serrée par l'émotion. Sauf que parfois, la blessure est à l'intérieur, alors ça prend plus de temps à guérir. Mais tu les aides, dit Elena avec la confiance absolue d'un enfant qui n'a jamais connu que la sécurité et l'amour. Nous nous aidons les unes les autres, ai-je corrigé doucement. C'est ce que fait la famille. Comme si elle était convoquée par le mot « famille », Sarah apparut au coin de la serre, les bras chargés de laitue fraîche pour le déjeuner. Derrière elle venait Jennifer, l'air déjà moins cerné après seulement quelques heures dans notre sanctuaire. « Le déjeuner dans 20 minutes », annonça Sarah. « Jennifer va m'aider à faire la soupe. » Je les ai regardés se diriger vers la cuisine ensemble. Cette femme de 70 ans qui avait survécu à l'abus financier de ses propres enfants, encadrant maintenant une jeune femme qui commençait tout juste son chemin vers la liberté. C'était beau dans sa simplicité. Des personnes brisées aidant d'autres personnes brisées, créant quelque chose d'entier et de sain à partir de leur douleur partagée. Cet après-midi-là, comme je le faisais souvent lorsque le travail quotidien était terminé, j'ai grimpé la colline derrière notre bâtiment principal jusqu'au petit banc qui surplombait toute la propriété. D'ici, je pouvais voir les 12 chalets, le jardin agrandi, l'atelier où les femmes apprenaient des compétences professionnelles, l'aire de jeu où des enfants comme Elena pouvaient être des enfants sans crainte. C'était bien loin de la villa de luxe que Preston et Evangeline s'attendaient à trouver. Il n'y avait pas de marbre, pas de meubles de créateurs, pas d'art coûteux. Mais il y avait quelque chose de plus précieux que toutes ces choses. La paix. Le genre de paix profonde de l'âme qui vient du fait de vivre selon ses valeurs, d'être utile à des gens qui apprécient sincèrement votre présence. Mon téléphone vibra à nouveau et pendant un instant ma poitrine se serra, pensant que c'était peut-être un autre message de Preston, mais celui-ci provenait d'un numéro inconnu. Madame Annette, ici Carol Williams. Le docteur Valdez m'a donné vos coordonnées. Je suis une assistante sociale des services de protection de l'enfance et j'ai une mère et 2 jeunes enfants qui ont besoin d'un placement immédiat. Y a-t-il un moyen? J'ai souri, réorganisant déjà mentalement les attributions de couchage pour faire de la place à 3 personnes de plus qui avaient besoin d'un sanctuaire. C'est comme ça que ça fonctionnait maintenant. Une réussite menant à une autre. Une femme guérie tendant la main pour aider la suivante. Un réseau de guérison et d'espoir en constante expansion. Alors que le soleil commençait à se coucher derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances de rose et d'or, je suis resté sur mon banc, écoutant les sons de ma famille choisie préparant le dîner ensemble. Des rires s'échappaient des fenêtres de la cuisine, ainsi que le cliquetis de la vaisselle et le bourdonnement d'une conversation facile. Preston s'était trompé sur tant de choses, mais peut-être le plus sur ceci, ces femmes ne m'avaient pas utilisé avant de passer à autre chose. Elles étaient restées, à leur manière. Même celles qui avaient terminé notre programme et s'étaient installées dans une vie indépendante maintenaient des liens, envoyant des photos et des nouvelles, amenant leurs enfants en visite, contribuant à notre communauté de toutes les manières possibles.
Maria terminerait son diplôme d'infirmière praticienne et déménagerait probablement pour ouvrir son cabinet, mais elle serait toujours ma fille de la manière qui comptait. Sarah vieillirait et aurait éventuellement besoin de soins elle-même, mais elle le ferait entourée de l'amour qu'elle avait gagné par le service. Rebecca continuerait à enseigner et à guider, partageant sa sagesse avec chaque nouveau groupe de femmes qui avaient besoin d'apprendre qu'elle valait la peine d'être sauvée. Et je continuerais à être exactement ce que j'avais toujours été censé être. Pas seulement une mère, mais une nourricière. Pas seulement une pourvoyeuse, mais une protectrice. Pas seulement quelqu'un qui donnait de l'amour, mais quelqu'un qui le recevait en retour. L'air de la montagne était vif et pur, portant l'odeur de la fumée de bois de notre cheminée et des dernières fleurs de la saison. Alors que je me levais enfin de mon banc pour rejoindre ma famille pour le dîner, j'ai réalisé que Preston avait eu raison sur une chose. J'avais trouvé la famille que je méritais, et elle m'avait trouvé. Maintenant, je suis curieuse de vous qui écoutez mon histoire. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous.